tu as 10 appartements dans 2 maisons. Donc, s'il y a un problème sur une maison, tu as 6 problèmes. S'il y a un problème dans l'autre maison, tu as 4 problèmes. Si tu avais 10 appartements dans 10 immeubles, ça serait un peu différent. D'ailleurs, les banquiers sont des humains, hein, comme vous et moi. Mais en tout cas, les banquiers, ce qu'ils veulent, c'est faire une bonne affaire. Ils voient un dossier qui est bien présenté avec un BP, des photos, des avant-après, une vraie histoire racontée, il va se dire, ça c'est intéressant. Bah oui, c'est pas cher parce que ça coûte une fortune à rénover. Le marché est efficient, ne l'oubliez pas. Il y a évidemment des anomalies, mais généralement, c'est plutôt bien intégré. Ça qui est bizarre, c'est que quand les prix baissent dans les magasins, c'est les soldes, les gens se ruent dessus et on voit des scènes absolument lunaires. Quand les prix baissent sur les marchés financiers, les gens vendent tout. À court terme, le marché, c'est une machine à bruit. À long terme, c'est une machine à vous enrichir. Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui, je vous emmène sur le profil d'une self-made woman qui a 10 appartements. C'est parti. Du coup, je vous le disais, self-made woman, 10 appartements, c'est énorme, à 26 ans seulement. Patrimoine brut 295 000 € avec beaucoup d'immobilier évidemment. Patrimoine net, 40 632 €. On retrouve des actions et des fonds, 41%, on retrouve des livrets, on retrouve du crowdlending, donc encore plus d'immobilier. Et on retrouve de l'immobilier qui a déjà été en partie remboursé, donc c'est pour ça que ça apparaît dans le patrimoine net. Marié, 26 ans, ingénieur mécanique en Ile-de-France, salaire 2500 € net par mois sur 13 mois. Arrivé en France seul à 17 ans, je pense qu'on peut certifier ce profil sans héritage. Félicitations madame. Je viens de commencer à m'intéresser officiellement à mes investissements après mon diplôme d'ingénieur, donc j'ai tout démarré à 24-25 ans et je m'instruis toujours, notamment avec ton livre. Franchement, t'es déjà allé hyper vite, j'ai l'impression, parce que t'as déjà acheté 10 appartements. C'est beau. Indépendance financière d'ici mes 35 ans pour être libre de mon temps. Réussir à investir 30 à 50% de mes salaires sans me priver. Revenu passif mensuel ciblé 1500 à 2000 €. Alors, petit bémol, je trouve que c'est pas assez élevé, je pense. Parce que là, ce que tu veux dire... Alors, ça dépend. Ça dépend si tu veux continuer à travailler ou pas. Tu nous le dis pas ici, tu vas être libre de ton temps. Mais je trouve ça plutôt irréaliste de se dire, à 26 ans, tu gagnes 2500 net. Et ensuite, à 35 ans, tu gagnes 1500 brut. Parce que les revenus passifs vont être taxés, évidemment. Hein, donc, ça me semble un peu light. Je pense que, à minima, ce qu'on voit quand même, c'est qu'il faut essayer de maintenir son train de vie. Mais en tout cas, tu souhaites fonder une famille et déménager de Paris à terme. Très bien. Tu nous as partagé ton cash flow. Tac, on va le regarder. Donc, on voit le salaire. On voit qu'il y a 2 loyers qui rentrent. Ok, intéressant. Donc, on va regarder pourquoi il n'y a que 2 loyers. Investissement mensuel, 1600 €. 1000 € en actions. Bam. 300 € en bitcoin. Bam. 300 € en livret. Ok. Le loyer. Alors toi, tu as un tout petit loyer, 360 €. Ok. D'ailleurs, la preuve, on peut être propriétaire de résidence, pas résidence secondaire, de biens locatifs et on peut louer son propre bien. Ce qui est aussi mon cas, je précise. Courses, restaurants, transport, vacances, beauté. C'est vrai que je ne vois pas souvent beauté chez mes amis investisseurs. Donc ça fait plaisir d'avoir une investisseuse qui investit là-dedans aussi. Internet, abonnement, iCloud, musique, c'est très précis. Abonnement iCloud, 2 € par mois. Frais bancaires, 8 € par mois. Pourquoi il y a des frais bancaires? Il faut les virer ça. Alors je pense qu'il y a des frais bancaires parce qu'en réalité, il y a des emprunts. Et moi aussi, j'ai des frais bancaires à la con. Juste, ça sert à rien de les négocier. C'est 5 € par-ci, 5 € par-là. Peu importe. Vous avez obtenu l'emprunt, donc voilà. Différé de crédit, on va regarder ça sur Finari, assurance, taxe foncière, un deuxième crédit, assurance, évidemment, taxe foncière, bah oui, ça fait que augmenter. Comptable, 50 € par mois. Ouais, c'est normal, ça me semble ok, c'est pas très cher. En général, il faut compter à peu près 300 €. Non, c'est vraiment pas très cher en réalité, c'est vraiment pas cher le comptable. Haute travaux, CFE, plus machin, ok. Donc c'est un beau cash flow, on voit qu'il y a encore de la capa d'investissement, ou de la capa d'épargne, mais en tout cas, le taux d'épargne est déjà assez conséquent. Du coup, déplacement fréquent pour le travail, donc remboursé, repas, restaurant et tel, peu de dépenses personnelles par manque de temps. C'est vrai que moi aussi, à un moment, j'étais super content de faire des déplacements parce que, voilà, dans mon job, une ancienne vie, je me faisais rembourser ça. Franchement, maintenant, dès que je dois faire un business trip, c'est l'angoisse absolue. Je préfère... Largement, c'est cool que ce soit remboursé, mais en réalité, je trouve qu'il y a quand même tellement une perte de temps et surtout, on est loin de sa famille, on est loin de ses proches, on est loin de ses amis, donc voilà, faut aussi voir ce côté-là. Mais en tout cas, tu l'as dit, tu bosses beaucoup, donc tu es assez économe et donc tu as tes fameux appartements. Donc immobilier locatif, 10 appartements, 4 appartements dans l'ouest de la France, tous répartis dans une seule maison. Ok. Acquisition en nom propre pour maximiser la plus-value à long terme. Achat vide en DPE-G, rénovation en cours pour atteindre un DPE-D. Donc je vous rappelle que le diagnostic, il va définir si vous pouvez louer ou pas. Aujourd'hui, on peut plus vendre certains biens, on peut plus louer certains biens. Il y a plein de règles. J'en parle d'ailleurs dans mon livre. C'est assez contraignant et ça devient de plus en plus contraignant. Donc il faut vraiment faire attention. Il y a beaucoup de gens qui vous disent acheter des passoires thermiques, c'est génial, c'est pas cher. Bah oui, c'est pas cher parce que ça coûte une fortune à rénover. Le marché est efficient, ne l'oubliez pas. Il y a évidemment des anomalies, mais généralement, c'est plutôt
bien intégré. Donc là, on ne sait pas combien ça va coûter, si tu le dis un peu. Donc tu le dis 160 000 € plus 44 travaux d'ameublement à 50-50 avec mon mari. Ensuite, vous avez un apport, un tout petit apport, hein, on voit, c'est pas énorme. Et le loyer mensuel hors charge perçu, donc toi vous touchez 1 800 € au total, donc toi tu touches 900 €. Mais c'est une très belle opération parce qu'on voit que toi tu rembourses uniquement 344 €. Donc tu es très gagnante. Stratégie de location LMNP, le fameux statut de location meublée non professionnel. Et donc là, il n'y aura pas de problème, tu es très loin des seuils. Et c'est effectivement le plus simple pour commencer. Il faut faire une petite compta et tout, mais c'est vraiment pas très compliqué. 6 appartements dans un immeuble du nord de la France. Alors c'est assez étonnant, tu es à l'ouest et tu es au nord. Est-ce que j'aurais bien aimé savoir si tu avais un lien avec la région parce que déjà ça m'a l'air compliqué à gérer. Tu vois, j'aurais plutôt acheté dans une même ville, même si c'est mieux en termes de diversification d'acheter dans 2 zones géographiques, tu as raison. Par contre, en termes opérationnels, c'est compliqué à gérer. Acquisition via une SCI à l'IS, donc Société Civile Immobilière à l'impôt sur les sociétés, pour limiter les frottements fiscaux. Bien déjà loué avec 5 locataires sur 6 en location nue. Ok. D'ailleurs, on peut faire de la location meublée en SCI aussi. Hein. C'est pas qu'en LMNP qu'on peut louer en meublé. N'oubliez pas que quand vous louez en meublé, alors vous me direz les experts, mais moi de ce que j'ai vu, c'est qu'on pouvait quand même louer 20%, 25% plus cher. Donc bon, franchement, équiper un bien immobilier, pareil, je vous partage de ce que j'ai vu dans mon livre, c'est 5 000 € pour un T2 en gros. 4 000 €, allez, c'est rien en fait, hein, les meubles, ça coûte rien. Enfin, ça coûte rien. Ça s'amortit très vite en fait. Hein. Vous allez très vite augmenter tellement les loyers que ça sera beaucoup plus intéressant. Et si évidemment vous faites de la récup et tout, vous pouvez s'en sortir pour bien moins cher. Mais c'est vraiment intéressant d'acheter quelques meubles pour avoir le minimum, ou même moi je mets un peu plus, généralement je mets beaucoup plus d'ailleurs, pour que les locataires soient bien. On peut mettre de la déco aussi pour que ce soit sympa. Et du coup, on peut louer plus cher. Chiffre clé, achat à 2, 320 000 € à 50-50 avec mon mari. Apport à 2, 50K, frais de notaire inclus, très bien. Loyer mensuel, charges comprises perçues pour madame, 1 635 €. Mensualité pour elle, 914 €. Ok. Donc là, on est vraiment sur une deuxième très belle opération. Et donc là, la stratégie, c'est cash flow et patrimoine long terme. Alors, ouais, parce qu'en fait, en général, on dit c'est soit un bien de rendement, soit un bien patrimonial. Donc en gros, c'est soit on est là pour vraiment faire un max de cash flow, mais généralement, les zones ne sont pas terribles. Soit on achète des biens qui sont plus demandés, mais on est plutôt là pour l'appréciation de valeur. Il y a vraiment 2 stratégies en fait. Hein. La rentabilité élevée vient de grandes emmerdes. Merci de le dire, madame. Pour les futurs projets, étant donné que notre taux d'endettement personnel atteint un seuil élevé, ils seront très probablement réalisés via une SCI avec mon mari, sauf si une banque nous autorise à poursuivre des acquisitions en nom propre. Bon, c'est vrai que ça va vite bloquer, et je vous recommande effectivement de passer sur la SCI, et c'est assez classique en réalité. Et surtout, ce qui est bien, c'est quand on a convaincu un banquier, qu'il voit qu'on a fait une belle opération, l'argent revient, on touche des loyers, tout c'est payé à l'heure, il va être très content. Et n'hésitez pas aussi à leur faire des beaux dossiers. Expliquez-leur. D'ailleurs, les banquiers sont des humains, hein, comme vous et moi, a priori. Hein, je pense que les banquiers sont humains. Mais en tout cas, les banquiers, ce qu'ils veulent, c'est faire une bonne affaire. C'est financer des projets qui sont intéressants. Ils voient un dossier bancal. Bon, bah évidemment, ils n'ont aucun intérêt. Ils voient un dossier qui est bien présenté avec un BP, des photos, des avant-après, une vraie histoire racontée, décrit même le type de locataire qui va le prendre, pourquoi la zone est intéressante et tout. Il va se dire, ça, c'est intéressant. Et c'est très rare. Donc, croyez-moi, c'est vraiment comme ça qu'on sort du lot. Il y a plein de modèles sur Internet. Vous tapez dossier emprunt locatif, des trucs comme ça, vous trouverez plein de modèles et juste vous faites quelque chose d'un peu carré, un peu chiadé et je vous assure que ça fera son petit effet. Dans le futur, nous souhaiterions investir sur des biens clés en main afin de déléguer à 100% la gestion des travaux et de l'ameublement. Alors malheureusement, pour avoir pas mal d'amis qui ont fait ça, que même des gens qui ont ce genre de société, vous n'êtes pas à l'abri des emmerdes non plus, il y a évidemment des problèmes, il faut vraiment faire très attention, il faut bien choisir ses partenaires. Il y a plusieurs sociétés qui sont intéressantes et ma recommandation, c'est de prendre des sociétés qui sont locales. C'est vraiment de prendre des gens qui sont implantés sur un territoire. Il y a par exemple Julien Calamotte que j'ai reçu en Finary Talk qui fait ça à Toulouse. Bon, j'ai aucun intérêt à le recommander, mais c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps qui a fait des dizaines d'opérations en son nom. Donc forcément, lui, il est que sur Toulouse et il connaît très bien la zone. Donc j'ai plus confiance en quelqu'un comme ça qu'en quelqu'un qui va être dans toutes les villes de France, mais finalement, il va être partout et nulle part. Donc, t'es pas à l'abri des emmerdes, mais c'est vrai qu'un local de l'étape sera plus intéressant. Il faut bien se renseigner et vraiment prenez le temps de bien choisir votre partenaire parce que une fois que vous êtes avec quelqu'un, vous êtes collé si ça ne marche pas. Nous avons eu affaire à des artisans qui n'ont pas bien réalisé leurs travaux et des agents immobiliers qui nous ont très mal conseillé sur les DPE. Bon, ça c'est vraiment la classique de l'immobilier, malheureusement il y a beaucoup de problèmes. Pour se livrer 1 000 € par mois en action, on va regarder ce que tu fais, 300 € par mois en livret à LDD S pour couvrir les urgences liées à l'immobilier comme l'ameublement ou les volets à changer, ouais, ça coûte cher en attendant d'avoir assez de liquidités provenant de mes loyers. L'équilibre est précaire, hein. Pour le voir, on va regarder combien tu as sur tes livrets actuellement. Mais c'est vrai que les emmerdes, ça vole en escadrille et donc c'est surtout
toujours dans les pires moments qu'on se prend un peu des rafales de choses. On va regarder, c'est bien, je pense, dans ton cas, vu le nombre d'appartements que tu as, d'un peu sécuriser et de bétonner le matelas. À la fin du mois, je mets 500 € ou ce qu'il me reste dans des investissements plaisir, comme des actions sur un CTO ou des cryptos, même si je n'ai pas encore de stratégie claire. Bon, on va regarder ce que tu fais sur le CTO. Pour moi, la stratégie claire sur la crypto, c'est si vous ne savez pas, faites du Bitcoin. Dans le doute, faites que du Bitcoin, du DCA. Vous pouvez faire ça sur n'importe quelle plateforme. Vous pouvez faire ça sur Finaris si vous voulez, mais juste, c'est super simple. N'allez pas faire n'importe quoi. Si vous voulez faire des altcoins, faites peut-être 20% d'altcoins, 80% de Bitcoin, mais franchement, si vous faites du Bitcoin sur le très long terme, je pense que à part catastrophe industrielle, on ne pourra pas vraiment se tromper. Matelas de sécurité épargné dans un LEP. Bon, ça, normalement, les conditions de ressources, je pense que tu n'y devrais plus y avoir le droit, mais bon, tant mieux si ta banque ne l'a pas fermé. J'ai fait quelques erreurs au début, notamment achat de LVMH au pic dans un CTO. Alors, je pense que l'erreur, c'est pas vraiment l'achat de LVMH au pic, c'est plutôt l'achat de LVMH dans un CTO. Parce que ça aurait été mieux dans un PEA. Je rappelle que dans un CTO, tu payes la flat tax, 30% sur les plus-values. Dans un PEA, tu payes au bout de 5 ans seulement la CSG-CRDS, donc tu payes 17,2%. Beaucoup plus intéressant. Et d'ailleurs, c'est normal. Il faut faire des erreurs d'investisseurs pour apprendre. J'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai fait beaucoup de mauvais choix. Et donc, forcément, à chaque fois, on apprend. Et donc là, tu as appris que tu avais probablement agi par ce qu'on appelle le FOMO. Tu as voulu absolument investir à un moment où c'était hyper haut. Mais bon, c'est un bon enseignement. Et d'ailleurs, si tu as toujours une conviction sur LVMH, pourquoi ne pas racheter? Le cours actuellement, je crois qu'il est à 700 et quelques. C'est descendu à 570 de mémoire. Donc, si votre conviction sur la société n'a pas changé, c'est pas parce que le marché dit que c'est moins 30 ou moins 40 maintenant qu'il ne faut pas en racheter. C'est ça qui est bizarre. C'est que quand les prix baissent dans les magasins, c'est les soldes, les gens se ruent dessus et on voit des scènes absolument lunaires. Quand les prix baissent sur les marchés financiers, les gens vendent tout. C'est très bizarre en fait. Plan épargne, je reçois 5 000 € par an d'intéressement sur mon PEE que j'investis dans un panier monde. Top. Je fais aussi des versements volontaires de 700 € par an sur mon PEE pour bénéficier de l'abondement. Top, franchement, il faut aller chercher l'abondement maximal. Question, comment allouer mes investissements pour garder de quoi faire un apport tout en continuant d'investir en bourse? Faut-il un matelas de sécurité pour l'immobilier? Comment faire pour arriver rapidement au premier 100K? Écoutez, déjà pas très loin. Merci beaucoup pour les réponses, d'avoir créé la chaîne Finari. J'ai l'impression finalement d'avoir enfin le bon cercle d'amis qui te pousse à t'améliorer. Merci, ça fait très plaisir. Et voilà, ça fait super plaisir de voir que ça aide autant de monde. On est sur ton Finari, ça on connaît maintenant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est on va tout de suite aller dans les livrets. Donc on voit que le livret actuellement, il n'est pas très épais le matelas de sécurité quand même. Je vais peut-être commencer par cette question-là. Tu as 10 appartements, ça me paraît très light. Je vais pas te raconter d'histoire, surtout que tu as 10 appartements dans 2 maisons. Donc, s'il y a un problème sur une maison, tu as 6 problèmes. S'il y a un problème dans l'autre maison, tu as 4 problèmes. Si tu avais 10 appartements dans 10 immeubles, ça serait un peu différent. Donc, attention quand même, la petite, pas alerte inflation, mais petite alerte tout court. On va regarder si on a un peu plus d'informations sur les biens parce que ça va pouvoir nous donner quelques billes. Donc, on voit, tu vois, regarde, ça c'est assez intéressant. Tu nous dis que, en gros, pour l'immeuble, ici, tu payes, tu as 4 000 € de frais annuels en tout et pour tout. Et sur l'autre immeuble, tu as, ça vous pouvez le mettre sur Finari évidemment. Donc en gros, tu as 6 500 € de frais qui sont déjà budgétisés. Donc ça, c'est quoi qu'il. Je pense que c'est pas déconnant de se donner un peu plus de mou et donc de se dire, à minima, t'aimerais peut-être avoir, allez, je vais dire 2 000 € par appartement de côté pour faire face à des impondérables. Je pense que c'est beaucoup, mais dans ta situation, vu que tu es sur un immeuble, enfin sur 2 immeubles, ça me semble pas déconnant du tout. Ça me semble pas déconnant du tout. J'en ai parlé sur mon compte X, on va vous mettre le lien. J'ai eu un immeuble qui a failli s'effondrer. J'ai eu des dégâts des eaux classiques. J'ai eu des locataires qui payent pas. Et donc tout ça, en fait, ça enraye la machine. Et à chaque fois qu'on se dit, waouh, là c'est super bien parti, et bah boum, on se prend un truc dans la tête. J'ai eu aussi une suppression d'annonces sur Airbnb pour des raisons lunaires. J'ai eu une conciergerie qui volait des trucs, qui faisait pas son travail. Enfin bref, c'était vraiment, franchement, j'avais l'impression à chaque fois de découvrir un nouveau niveau. Donc forcément, ça coûte de l'argent. Et si vous n'avez pas de liquidité, la banque, elle prélève les mensualités quoi qu'il arrive. Et n'oublie pas que, là je t'ai parlé des cas un peu catastrophes, mais tu peux tout simplement avoir d'une vacance locative. Quelqu'un part, tu mets un peu de temps à retrouver quelqu'un, ça met tu vois, il faut ressortir. Il y a un truc par lequel on se fait souvent piéger, c'est qu'il faut ressortir le dépôt de garantie, mais peut-être que le dépôt de garantie, tu l'avais utilisé pour faire autre chose. Du coup, tu as 3 locataires qui partent en même temps, il faut sortir 3 dépôts de garantie en même temps. C'est plusieurs mois de loyer, donc ça peut faire un peu mal. Donc il faut faire attention à ça. Donc je trouve que là,
vu ta situation, c'est un peu light. Moi, je pense qu'il faut doubler. Surtout qu'avec le livret A, tu peux quand même aller assez haut. Moi, j'irais au plafond du livret A, 22 950. Et je pense que ça serait déjà vraiment pas mal. D'ailleurs, on voit que tu as été assez haut à un moment, mais bon, tu as dû utiliser ça pour des apports. On regarde ce que tu fais sur les actions et fonds. On voit que tu as d'ailleurs activé le benchmark, très cool. Donc, vous pouvez comparer votre performance à un indice de référence. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez choisir, il y a quoi? Il y a le Nasdaq, il y a le Bitcoin, il y a l'Eurostoxx. Tiens, l'Eurostoxx qui marche plutôt bien en ce moment. Historiquement, c'était pas terrible, mais là, ça repart un peu à la hausse. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu as un plan d'épargne en action. Bah, c'est top ça. Ah bah tiens, tu as du LVMH sur ton plan d'épargne en action, mais bah, tu en as aussi sur ton livret, sur ton compte titre. Bon, tu vois, t'as compris l'enseignement toi-même. Je pense que là, pour le coup, avoir un compte titre, je vendrais la position. En plus, elle est à perte, donc c'est pas mal. Quand vous avez une position à perte, vous pouvez ce qu'on appelle cristalliser la moins-value. Donc, vous vendez, vous déclarez votre perte au moment de votre déclaration d'impôt. Vous avez un formulaire. Alors, j'ai plus le numéro, on va vous mettre le lien dans la description. Mais en gros, ce formulaire vous permet du coup de cristalliser cette moins-value et donc de la réutiliser un jour afin d'annuler une plus-value. Donc, mettons que vous fassiez 1000 € de perte. Et bien en fait, quand vous ferez 1000 € de gain plus tard, et bien vous pourrez annuler l'impôt. Et des fois, c'est pas mal pour se débarrasser d'un titre qu'on veut plus ou tout simplement pour faire des rotations. Enfin, il y a toute une stratégie autour de ça, ça s'appelle le tax loss harvesting. Vous pouvez regarder si ça vous intéresse. Mais c'est assez intéressant à faire et j'avoue que je le fais assez souvent pour, notamment en fin d'année, pour vraiment me débarrasser de titres que j'aime pas et stocker de la moins-value. Et là, récemment, j'ai pu vendre des titres avec une énorme plus-value, mais j'avais de la moins-value en face et donc ça m'a quasiment rien coûté en impôt. Ensuite, tu investis sur Revolut via un compte titre aussi. Très bien, tu as ton plan épargne qu'on voit ici qui fait une perf plutôt sympa. Et tu as un plan épargne retraite avec pas mal de choses, plutôt c'est des fonds Vanguard, donc ça doit être très très peu cher. Donc plutôt sympa, je pense que le véhicule à privilégier ici pour moi, c'est clairement le PEA. Est-ce que ton mari en a un? Donc j'en ouvrirai un deuxième si ce n'est pas le cas. Et moi, je fermerai les comptes titres. Alors je fermerai en tout cas celui-là et je mettrai le reliquat sur le PEA. Celui-là, tu peux le garder à la limite si tu veux investir dans des boîtes américaines en direct. Ça a du sens. Si tu veux pas, si c'est quelque chose qui t'intéresse plus, tu peux aussi mettre cet argent sur ton PEA. Continue à abonder sur ton plan épargne entreprise, ça c'est top. Et plan épargne retraite. Bon, moi, je ne recommande pas énormément de cotiser là-dessus parce que ça porte bien son nom. Ça s'appelle un plan épargne retraite, donc c'est pas pour demain. Surtout que toi, tu as un objectif d'indépendance financière assez vite. Donc moi, je laisserai ça de côté et je focuserai sur les bonnes enveloppes. Peut-être un truc qui manque, c'est l'assurance vie. Ce serait pas mal pour prendre date, pour lancer le compteur qui te permettra d'avoir l'avantage fiscal au bout des 8 ans. C'est aussi pas mal pour transmettre son patrimoine, surtout que tu es marié, tu vas peut-être vouloir des enfants. Bon, encore une fois, il y a plein de courtiers en ligne. Finari a lancé son assurance vie, tu peux aller voir, ça s'appelle Finari Life. Mais en tout cas, je pense que c'est pas mal pour lancer. Tu peux mettre le minimum, je crois que chez nous, c'est 150 €. Généralement, c'est entre 150 ou 300 €. Et à partir de ça, juste, c'est ouvert, tu as lancé le compteur et le jour où le PEA est plein, boum, tu vas sur l'assurance vie. Crowdlending, alors ça, je suis pas super convaincu. Bon, les projets ont l'air intéressants. Par contre, c'est vrai que le crowdlending, c'est pas quelque chose qui est liquide. Donc, si toi, tu veux faire face à un espèce de cash crunch, si tu veux rapidement vouloir payer pour pour des travaux, pour quelque chose, le crowdlending, quelle que soit la plateforme, tu vas être souvent bloqué. Et donc, c'est vrai qu'il faut avoir conscience de ça. Les projets peuvent être très pertinents ou pas. Mais par contre, la liquidité, elle n'y est pas. Et moi, je suis actuellement tanké dans des projets de crowdlending sur plusieurs plateformes. Donc vraiment, j'en ai pris pour mon grade. Et donc, c'est une opération qui est pas terrible pour moi. Alors, je pense que je vais récupérer mes billes, mais ça a été très long. Et en fait, je me rends compte que j'aurais préféré avoir cet argent investi en bourse ou sur d'autres supports, sur des obligations, par exemple, même sur du fonds euro à la limite. Mais c'est vrai que là, je suis bloqué. Donc, c'est un bon actif de diversification. Par contre, pour toi, qui a peut-être un sujet de liquidité pour financer d'éventuels travaux sur tes appartements, je pense qu'il faut reconsidérer la position, à minima ne pas l'augmenter. Qu'est-ce que tu fais côté crypto? Tu investis sur Revolut, Bitcoin, Dodge, bon là voilà, rien de foufou, je pense que c'est assez classique. Petite recommandation, j'investirais plutôt sur des plateformes qui sont enregistrées PSAN en France, donc c'est le prestataire de services en actifs numériques. Il y en a plein, il y a la liste sur le site de l'AMF, vous pouvez aller voir. Fonds en euros, Natixis Inter Épargne, bon là ça doit être le plan épargne retraite je pense. Et enfin les emprunts avec les taux d'intérêt, donc on voit que c'est des emprunts qui sont assez récents. Il y a plein de gens qui me disent mais oui ça sert plus à rien d'emprunter, regardez vous avez quand même des taux qui sont assez élevés et vous avez des opérations qui sont cash flow positives, donc ça veut absolument rien dire. Par contre, effectivement, ici, nous, on t'indique seuil atteint. Donc, a priori, il n'y a plus grand-chose à aller chercher. Il va falloir se mettre en SCI. Allez, je reviens à tes questions. Comment allouer mes investissements pour garder de quoi faire un apport tout en continuant d'investir en bourse? Tu l'as dit, c'est un peu compliqué de faire les deux à la fois, plus le mettre cette sécurité. Je pense que, ordre de priorité 1,
constituer le matelas de sécurité. 2, continuer ta stratégie sur la bourse. Je pense que je t'ai donné quelques tips. Le CTO pas obligatoire, plutôt le PEA. Arbitrer, peut-être cristalliser les moins-values. Ouvrir une assurance vie pour prendre date. Et du coup, si il te reste quelque chose, effectivement, financer l'apport avec ça. Peut-être que quand le crowdlending va se terminer, sortir ça et utiliser ça comme une base pour un apport. Le matelas de sécurité, on en a parlé, il en faut un absolument indispensable. Comment faire pour arriver rapidement au premier 100K? J'imagine que tu parles du patrimoine net, puisqu'aujourd'hui, je rappelle que tu as un très beau patrimoine déjà, mais patrimoine net de 40K. Écoute, j'ai pris un simulateur d'intérêt composé classique, je vous mets le lien dans la description. Du coup, ce que j'ai fait, c'est super simple. Je suis reparti de ton patrimoine boursier, donc celui qu'on voit ici, 16 400. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit que tu investissais au rythme actuel. Je rappelle que tu mets quand même une très grosse somme en bourse. Actuellement, tu investis 1000 € par mois. Après, il te reste encore un delta sur ton cash flow. Donc, on s'est dit, bon, on va investir aussi ce delta. 100% en bourse. Allez, sur 20 ans, le rendement de la bourse, c'est 8%. L'inflation, vous connaissez, classique. Et donc, à quel moment tu atteins les 100K de patrimoine? Eh bien, écoute, super vite. Regarde, entre 2028 et 2029. Évidemment, c'est une simulation, performance passée ne présage pas de performance future, peut se passer une crise, peut se passer plein de choses. Mais bon, encore une fois, je pense que les gens qui me demandent tout le temps qu'est-ce qui va se passer demain, est-ce que c'est la crise, est-ce que Nvidia va faire faillite à cause de DeepSeek, personne n'en sait rien. Arrêtez d'écouter le bruit court terme. À court terme, le marché, c'est une machine à bruit. À long terme, c'est une machine à vous enrichir. À long terme, la bourse monte. Le long terme, c'est quoi? C'est 20 ans, 30 ans. Donc ne regardez pas le court terme, regardez le long terme. La réalité, c'est que si aujourd'hui tu fais ça sur 20 ans, tu auras, statistiquement parlant, beaucoup de chances d'avoir 585 000 €. Et je pense que ça, c'est déjà une très belle somme. Donc je pense que tu es super bien parti. Peut-être un petit sujet sur le matelas de sécurité, quelques petits ajustements sur la partie bourse, mais franchement, c'est très très light. Et continue à faire de l'IMO. Si ça te plaît, fais-en. Par contre, il y a aussi d'autres façons de faire de l'immobilier. Tu pourrais faire par exemple de la SCPI. Tu pourrais faire du crédit, alors c'est généralement pas les mêmes crédits, c'est du crédit à la conso, c'est moins intéressant, etc. Mais ça pourrait être une option. Tu pourrais aussi effectivement déléguer à des tiers, et là il y a plusieurs entreprises que je cite d'ailleurs dans mon livre qui peuvent être pertinentes. Attention, regardez bien, renseignez-vous bien, ne tombez pas dans le panneau, faites vraiment vos recherches avant d'y aller. Et sinon, tu continues ton travail. Je pense que vous allez vous construire un très beau patrimoine. Si à 26 ans, vous avez déjà cet état d'esprit, je ne m'inquiète pas du tout. Donc bravo à toi. Si vous aussi, vous voulez que j'analyse votre patrimoine, rendez-vous dans la description. Vous postulez, vous remplissez le formulaire. Chaque semaine, on choisit un nouveau profil avec mon équipe. Et puis ensuite, on l'analyse ensemble. D'ici là, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous souhaite des bons investissements et je vous dis à très vite.